Chapitre 1. Un visiteur dans le brouillard, c'est par une soirée froide et morne de la fin d'octobre 1989 que je me retrouvais devant la douce flamme de notre salon du 221B Baker Street. Les lampadaires de la rue en contrebas brillaient faiblement à travers une fine bruine londonienne et le roulement étouffé des roues des Chire et du Sich. Des roues des fiacres montaient du Strand comme le murmure d'une grande bête endormie. À l'intérieur, les rideaux étaient tirés, et Holmes, allongé sur le canapé, dans son attitude habituelle de repos langoureux, me regardait par-dessus le bord d'une mince monographie qu'il parcourait avec une satisfaction évidente. « Watson », dit-il, en jetant le livret avec un léger mépris. Je suis étonné de voir combien de gentlemen travailleurs consacrent leurs plumes à des sujets dont ils ignorent tout. Observez ce traité sur les habitudes de la taupe commune. L'auteur a consacré 40 pages à une créature qu'il n'a visiblement jamais vue, sauf peut-être dans une assiette. Vous trouvez le naturaliste incompétent ? Demandai-je, en reprenant la brochure qu'il avait jetée sur la table. Mon cher ami, il a commis le crime impardonnable de théoriser sans données. Si un détective procédait ainsi, les prisons londoniennes regorgeraient d'innocents. Holmes tira pensivement sur sa pipe, laissant échapper un mince filet de fumée qui se mêlait à la vapeur de notre thé fraîchement tiré. J'avais à peine commencé à répondre que la sonnette de la porte d'entrée retentit violemment, résonnant dans l'escalier avec une telle force que les pas de Madame Hudson se hâtèrent dans le couloir en contrebas. Un instant plus tard, elle fit entrer un monsieur dont l'agitation annonçait une course urgente. C'était un homme grand et mince, le col de son manteau relevé pour se protéger de l'humidité, le visage pâle sous une moustache soignée. Des gouttes de pluie brillaient sur le bord de son chapeau, et lorsqu'il l'enleva, je remarquai que ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait traversé un vent violent ou souffert d'une agitation mentale. « Monsieur Sherlock Holmes ?» demanda-t-il, son regard passant nerveusement de mon compagnon à moi. Holmes s'était levé et le regardait maintenant avec ce regard pénétrant que peu de gens pouvaient supporter sans émotion. « Entrez, monsieur, et approchez-vous du feu. Vous êtes transi de froid. Watson, monsieur va prendre une tasse de thé. » Notre visiteur murmura ses remerciements, jetant un regard inquiet vers la fenêtre par-dessus son épaule, comme s'il craignait d'être poursuivi. Lorsqu'il fut enfin assis et un peu remis, Holmes reprit sa place en face de lui, les doigts serrés, les yeux mi-clos. « Vous êtes venu me trouver en détresse, » dit Holmes d'une voix calme. « Votre voyage a été long, non pas depuis la campagne comme on pourrait le croire, mais depuis le quartier sud de la ville. Vous avez fait une partie du chemin à pied, mais vous êtes arrivé en taxi. Vous portez dans votre poche une lettre dont le contenu vous inquiète profondément. » L'étranger sursauta si violemment que sa tasse trembla dans sa soucoupe. « Mon Dieu, comment as-tu pu ?» Holmes fit un geste impatient de la main. « Vos bottes sont éclaboussées de cette boue grisâtre propre au trottoir de Southwark. La boue sur votre revers droit est du même type que celle que l'on trouve sur les lieux de travaux de réfection de la route près de Borough High Street. Le renflement de votre poche de poitrine gauche révèle un drap plié. Et la façon dont vous le touchez lorsque vos pensées s'égarent témoigne de son importance. Maintenant, monsieur, voyons les faits. » Le monsieur hésita, me jeta un coup d'œil, puis se tourna vers Holmes. « Vous pouvez parler librement devant le docteur Watson, » lui assura Holmes. « Il a été mon partenaire dans de nombreuses affaires confidentielles. Je suis le major Alastair Rutland, » dit enfin notre visiteur, ancien du 12e régiment de lanciers de Sa Majesté. Je crains de vous apporter un cas qui frise le fantastique, mais je jure sur mon honneur que chaque mot que je prononce est vrai. » Holmes inclina la tête. « Continuez. Depuis 15 jours,
Et poursuivit le major, je loge dans une maison respectable de Gower Street, non loin du British Museum. Il y a 3 nuits, à une heure précise, j'ai été tiré de mon sommeil par une voix d'homme qui m'appelait par mon nom. D'abord doucement, puis avec une insistance terrible. Je me suis levé d'un bond, pensant qu'un ivrogne s'était introduit dans ma chambre. Mais la pièce était vide. La voix, je le jure, semblait venir de l'air même, quoique faible, comme si elle avait été prononcée à travers un voile. Il s'arrêta pour reprendre son souffle, ses mains se serrant fermement sur les bras de la chaise. La nuit suivante, il est revenu. « Rutland, a-t-il dit aussi clair que tu veux, puis, dis la vérité. J'ai cherché dans tous les coins, même dans la rue, mais je n'ai trouvé personne. Et la nuit dernière, j'ai vu quelque chose de plus terrible encore. » Il baissa la voix jusqu'à n'être qu'un murmure rauque. Une silhouette se tenait au pied de mon lit. Un homme pâle comme la mort, les yeux brillants dans l'obscurité. Il a prononcé les mêmes mots. « Dis la vérité. » Puis il a disparu. L'expression de Holmes restait indéchiffrable, même si, pour ma part, j'avoue avoir ressenti un léger frisson le long de mon dos. « Vous êtes un soldat, » dit enfin Holmes, « et vous n'êtes pas enclin aux fantaisies. »« J'ai connu des conditions de travail difficiles à la frontière, » répondit le major, « mais rien de comparable. Je suis venu ici car je suis à bout de nerfs. Le gendarme du coin m'a conseillé de vous voir, tout en m'a prévenu que vous n'aviez pas l'habitude de chasser les fantômes. » Holmes s'autorisa alors un sourire sec. « En effet, major, je ne le suis pas. Pourtant, j'ai toujours soutenu que, une fois l'impossible éliminé, ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. Vous dites que cette apparition vous ordonne de dire la vérité. Puis-je vous demander la vérité sur quoi ?» Le visage de Rutland devint rouge vif. Il ouvrit la bouche, puis la referma. « Ça, monsieur Holmes, je ne peux pas vous le dire, du moins pas encore. » Holmes se pencha en avant, son regard perçant fixé sur le visage troublé du major. « Alors, contentons-nous d'observer. Vous resterez à votre logement cette nuit ? » « Je n'avais pas l'intention de revenir, » admet Rutland. « Mais si vous le jugez opportun... »« Oui, » répondit Holmes fermement. « Watson et moi vous accompagnerons. Il y a plus ici que de la simple fantaisie, je pense. Mais reste à savoir s'il s'agit d'un crime, d'une imposture ou d'un tour de passe-passe. » Le major inclina la tête, visiblement soulagé. Holmes se leva et commença à arpenter la pièce, les mains jointes dans le dos, signe familier que son cerveau était absorbé par un problème. « Watson, » dit-il en s'arrêtant à la fenêtre, « nous sommes peut-être face à un de ces cas curieux où le banal et le bizarre s'entremêlent étrangement. Préparez-vous à une veillée nocturne. Je pense que nous ne manquerons pas d'intérêt. » Dehors, un épais brouillard appuyait sur les vitres, et la lumière des lampes éclairait les pavés mouillés, loin en contrebas. À l'intérieur, Holmes se tenait très droit, son profil anguleux mis en valeur par la lumière du feu, tandis que le major Rutland, pâle mais résolu, attendait son verdict. Ainsi commença, sans que je le sache encore, la singulière aventure de le fantôme qui gardait la vérité, une affaire destinée à nous conduire à travers des rues obscures et des motifs plus sombres, et à tester les pouvoirs incomparables de mon ami, comme peu de cas l'avaient fait auparavant. Chapitre 2. Vers Gower Street et les petites choses. Lorsqu'un homme a décidé de faire confiance à Sherlock Holmes, il n'a aucune envie de se dérober au devoir qu'une telle confiance lui impose. Je n'avais donc aucune envie de retarder notre départ, lorsque Holmes annonça, avec cette décision sèche qui lui était propre, que nous devions nous rendre immédiatement au logement du major Rutland, à Gower Street. La nuit était lourde et sombre, et le brouillard, qui avait recouvert la ville comme un voile plissé toute la soirée, s'épaississait jusqu'à envelopper les réverbères de halos spectraux et transformer les rues familières en une succession de panoramas flous et incertains.
Holmes, avec son long manteau d'Inverness jeté sur les épaules et son menton pointu, se déplaçait avec l'assurance rapide d'un homme déjà à mi-chemin dans la résolution d'un problème. Il ne prenait pas de carnet, car il griffonnait rarement en présence des faits, mais ses yeux, dotés d'une vision faible et particulière, étaient comme des microscopes. Je l'observais comme je n'observais personne, si ce n'est par habitude et par une longue compagnie. Certains de ces petits traits, ces dernières années, m'ont appris à reconnaître comme les outils qui lui ont permis d'établir ses déductions. « Watson, dit-il alors que nous entrions dans la rue humide, vous constaterez que plus le détail est insignifiant, plus il est susceptible de trahir la vérité. Vous parlez comme si nous allions chercher une épingle, répondis-je. Ce n'est sûrement pas une affaire de broutille. Notre ami a vu une silhouette. Holmes sourit légèrement. C'est précisément là où les hommes pensent au spectaculaire qu'ils négligent en l'essentiel. La foi, la peur et l'imagination produisent des visions, mais la main qui en touche une et y laisse une trace se trahit, même de façon infime. Observez par exemple cet homme de l'autre côté de la rue. Il fit un signe de tête en direction d'une personne lourdement vêtue qui passait sous le bec de gaz. Je suivis son regard. Un libraire, je dirais même, remarquez le paquet de papier Kraft sous son bras. Un libraire qui lit le grec, dit Holmes. Remarquez la légère trace d'encre d'imprimerie sur son index gauche, le minuscule pli dans le coin supérieur droit du papier, comme s'il prenait ses reçus à la caisse, et la poussière de la bodléienne sur ses bottes qu'il vient de rentrer d'Oxford. Mais surtout, observez-le maintenant qu'il croise les jambes en marchant, une affectation propre à un homme blessé à la hanche droite. Voyez-le porter la main à son dos, il grimace. C'est le genre d'observation qui permet de s'orienter face à un problème. L'esprit, si vous voulez, est une armoire à plusieurs portes. On en ouvre une pour voir les autres. J'avoue que, si ces petites démonstrations de déduction nous étaient habituelles, elles ne manquaient jamais de me frapper d'un mélange d'admiration et d'étonnement. Des hommes sensés auraient déclaré Holmes vaniteux tant il prenait de plaisir à de telles démonstrations. Pourtant, ce n'était pas de la vanité, mais la joie d'un homme dans son élément qui transparaissait dans son mince sourire. Nous avons hélé un taxi au coin de Baker Street et avons traversé le brouillard qui collait au flanc des chevaux et embuait les brancards en longues volutes humides. Gower Street se trouve près du musée, et le quartier était composé de maisons sobres et de chambres d'étudiants, où les fenêtres éclairées par des lampes trahissaient le travail silencieux des érudits. Le major Rutland logeait au 3e étage d'une maison modeste, dont la porte était gardée par un heurtoir en fer poli, par les mains de ceux qui voyagent par curiosité, plutôt que par mode. Dame Miller, la propriétaire, nous ouvrit la porte avec un visage inquiet. C'était une femme d'une 60aine d'années, dont la petite main nerveuse tremblait même en nous donnant ces informations. « Oh, monsieur Holmes, monsieur !» s'écria-t-elle. « Je suis contente que vous soyez venu. » C'est étrange que le major Rutland soit si terrifié qu'il a du mal à parler. Il arpente sa chambre depuis des heures et n'arrête pas de dire qu'un fantôme le hante. Holmes s'inclina avec une gravité qui semblait donner une touche de raison à l'histoire. Vous avez été une observatrice attentive, madame. Avez-vous remarqué l'heure à laquelle ces événements se produisent ? À 1 heure, monsieur, et toujours après l'extinction des lumières. La chambre est au fond, et la fenêtre donne sur une petite cour. J'ai verrouillé la porte tous les soirs depuis le début, mais il dit que la chose a traversé les draps. Les yeux de Holmes s'illuminèrent. « Ah, les draps, on verra bien. » Il monta l'escalier étroit de son pas silencieux, et je ne pus m'empêcher de remarquer l'air d'attente curieuse qui se lisait sur le visage de la logeuse. La chambre du major Rutland était au fond, petite et simplement meublée, avec un lit en laiton, un lavabo sous la fenêtre et une lithographie bon marché accrochée au mur.
Le gaz avait été baissé à une faible mèche bleutée, et l'unique bougie sur la table était faiblement consumée. Le lit montrait des signes d'occupation récente. La couverture était tirée en arrière et l'oreiller légèrement abîmé. Rutland était assis près du feu, le visage creusé par l'insomnie. À l'entrée de Holmes, il se leva et, comme par un effort, tenta d'adopter le calme d'un homme capable de parler avec précision. « Major, » dit Holmes d'une voix calme, « vous me semblez être déchiré par un conflit intérieur plutôt que par la simple peur d'un spectre. Avez-vous des ennemis qui pourraient vous demander des comptes ?» La main de Rutland se referma sur le dossier d'une chaise. « Des ennemis ? Aucun. J'ai, il est vrai, une brouille au sein de ma famille. Une affaire de cœur qui, si elle était connue, ne me ferait aucun honneur. Mais j'ai peu d'ennemis et aucune dette. » Le visage perçant de Holmes se durcit un instant. « Et vous dites que la voix vous a enjoint de dire la vérité. À ce propos, avez-vous reçu, au cours des 2 dernières semaines, des lettres, des visites ou des documents susceptibles d'avoir un rapport avec ce conseil ?» La détresse de Rutland devint visible. « Une lettre, un petit bout de papier, a été déposée sous ma porte il y a 3 nuits. Je l'ai lu et le message était « La vérité se souvient de vous ». Je l'ai ensuite brûlé dans ma cheminée, car je ne souhaitais aucun scandale. Je vous demande pardon, monsieur Holmes, mais cette chose me poursuit d'une malignité personnelle. » Holmes passa lentement la main sur son front, comme pour chasser une pensée. « Vous dites que la silhouette que vous avez vue avait le visage pâle et les yeux brillants. Décrivez ses vêtements. » Les lèvres de Rutland remuaient péniblement, tandis qu'il cherchait ses mots. Un long manteau sombre, simple, avec un col boutonné haut. Pas de chapeau, mais des cheveux, longs et en désordre. Le visage était, Dieu me pardonne, maigre, comme celui d'un homme atteint de tuberculose. Holmes tourna la tête et me jeta un coup d'œil. Les phtisiques sont légers au toucher et graves dans leur manière. Ils ont une certaine maigreur. Mais Watson, regardez !» Il se pencha et examina le foyer avec la solennité d'un chirurgien. « Et les cendres sont récentes, et pourtant je remarque une petite trace de papier déchiré, pas entièrement consumé. Voyez le minuscule fragment anguleux sur le tapis du foyer, là, près du bord. J'ai regardé attentivement, et j'ai pu distinguer un minuscule fragment, noirci sur les bords, mais portant un reste d'encre. » Holmes l'a détaché avec la pointe de son canif et, l'approchant de la bougie, a lu à travers sa lorgnette. « Un fragment seulement, » a-t-il dit, « mais encore lisible. La fin d'une lettre, avec le mot « Souviens-toi » et la lettre T à la fin de la ligne suivante. C'est bien ce que je supposais. Quelqu'un a joué avec vous, avec des messages d'intimidation. » Le visage du major laissa place à un spasme de soulagement. « Alors, il y a des hommes qui voudraient me faire du mal, alors ce n'est pas un fantôme. » Holmes sourit, mais sans complaisance. Nous ne serions cependant pas trop pressés de substituer l'imposture au surnaturel. Un imposteur doit avoir un mobile, un moyen et une opportunité. Nous devons les rechercher, et ce faisant, nous en trouverons l'auteur. Il se dirigea résolument vers l'armoire, et sans l'ouvrir, tâta le bois extérieur comme on tâterait un mur. « Oh, on est entré dans la pièce par la fenêtre !» déclara-t-il aussitôt. « Remarquez la petite tache sur le châssis et le fragment de corde d'échelle sur le rebord. Pourtant, le loquet intérieur est inopérant. Le visiteur a donc préféré entrer avec patience. Un familier peut être des couloirs de service, quelqu'un qui connaît cette maison. » Holmes examina le lit en silence, son regard parcourant l'oreiller et la courte pointe, le pli même de la couverture. Il prit alors une fine épingle noire, accrochée au bord du drap, et la plaça entre ses lèvres, comme pour la goûter. « Tu mets de telles choses dans ta bouche !» m'exclamai-je quelque peu alarmé. « L'habitude, » répondit-il. « Naine, cette épingle a été serrée d'une main nerveuse.
et elle porte une étrange couche de suie et de beaux cheveux blonds. Des cheveux de femme, et blonds. Voyez-vous, Watson, nous avons déjà un réseau. Un homme menacé, une lettre secrète, une entrée furtive dans la cour et la trace d'une femme. Ce ne sont pas les traces d'une simple apparition. Ce sont les signes laissés par des agents mortels. Le major Rutland écoutait avec une attention avide, presque fiévreuse. « Alors, vous resterez avec moi ce soir ?» Holmes hocha la tête. « Non seulement nous resterons, mais nous prendrons des mesures. J'ai l'intention de rester éveillé avec vous et de surveiller le lit et la fenêtre. Si la chose apparaît, je ne resterai pas les bras croisés. » Il parlait avec une assurance que je ne pouvais que partager. Il y avait en lui une qualité qui abaissait les peurs les plus grotesques au rang de problèmes et qui orientait l'esprit vers leur résolution avec un détachement quasi chirurgical. Pourtant, alors que nous nous préparions pour notre veillée, je ne pouvais m'empêcher de considérer le major avec la pitié qui caractérise tout homme hanté par une conscience, à tort ou à raison. Il fut convenu que j'occuperais le fauteuil près du lit, Holmes celui de la fenêtre, que la logeuse resterait en bas avec instruction de sonner au moindre bruit, et que le gaz serait éteint à minuit, ne laissant que la bougie cramoisie projeter les ombres qu'elle pourrait projeter. Ainsi, avec notre petit système de vigilance, nous nous sommes jetés sur cette frontière tendue qui sépare le sommeil de la veille, l'heure où l'imagination joue ses pires tours. J'avoue qu'en m'installant confortablement, observant le visage pâle du major et l'expression indéchiffrable de mon ami, mes pensées se portèrent non pas sur des spectres, mais sur des motivations. Le cœur humain, me dis-je, est plus souvent le repère des fantômes que les rues de Londres. Chapitre 3. L'ombre à une heure, il n'y a, je crois, aucune heure de la nuit plus propice à l'épreuve des nerfs que celle qui s'étend de minuit à l'aube. À cette période, la vitalité du corps est au plus bas, et l'esprit, privé de stimulation salutaire, a tendance à donner aux images et aux sons les plus ordinaires une signification morbide. J'ai vu des hommes courageux en Afghanistan, après une journée de combats acharnés, pâlir au bruissement d'un battant de tente à la tombée de la lune. C'est avec cette réflexion que j'étais assis dans la petite pièce de Gower Street, attendant ce que l'un d'eux pourrait bien apporter. La bougie que nous avions laissée s'éteindre projetait un étroit cercle de lumière sur la table, plongeant les coins de la pièce dans une ombre épaisse. Dehors, une pluie fine tombait en un murmure régulier sur la vitre, et, au loin, par intervalles, le bruit d'un fiacre attardé s'écrasait sur les dalles. Le major Rutland s'était jeté sur le lit, mais je voyais, au mouvement agité de ses mains, qu'il n'arrivait plus à dormir. Holmes, blotti contre la banquette, avait ramené le col de son manteau autour de son long cou et restait assis, immobile, comme une figure sculptée, ses yeux perçants brillant faiblement dans la pénombre. Pendant 1 heure, nous gardâmes cette attitude sans presque parler. 1 ou 2 fois, Holmes se décala pour remarquer un léger craquement de planche, le léger courant d'air qui faisait trembler la flamme de la bougie. Mais à part cela, il demeurait l'incarnation même de la patience. Alors que l'horloge de l'église voisine sonnait 1 heure moins le quart, je me surpris à céder à une somnolence inquiétante. Je m'en débarrassai avec effort, car l'atmosphère de cette pièce était tendue et incitait à la vigilance. Soudain, Holmes leva un doigt. « Chut !» murmura-t-il. Nous écoutions. Au début, je n'entendis rien d'autre que le léger clapotis de la pluie. Puis, du passage en contrebas, un pas lent et posé se fit entendre. Ce n'était pas le pas précipité de quelqu'un qui grimpe avec excitation, mais plutôt l'ascension furtive de quelqu'un qui cherche à éviter d'être repéré.
Pas à pas, il s'avança, s'arrêtant une fois comme pour jauger notre vigilance, puis avançant jusqu'à s'immobiliser juste derrière la porte. Le major Rutland s'était redressé sur un coude, le regard fixé sur lui avec terreur. Holmes, sans changer de posture, glissa sa main dans la poche, où, je le savais, il rangeait son petit revolver. Pour ma part, j'avoue que mon cœur battait un peu plus vite que je ne l'aurais souhaité. La poignée de la porte tourna doucement, mais le loquet ne se leva pas. Un instant, le silence régna. Puis, sous l'effet du courant d'air, ou d'une main invisible, la bougie s'éteignit, nous laissant dans l'obscurité. Rutland poussa un cri sourd. Holmes bondit légèrement de son siège, et je l'entendis traverser la pièce avec ce mouvement singulièrement rapide et silencieux qui lui était propre. Une allumette s'embrasa. Dans sa brève lueur, j'aperçus le visage alerte et concentré de Holmes, et le lit, désormais vide de son occupant, à l'exception de l'empreinte de son corps sur le couvre-lit. Rutland avait glissé au sol, évanoui. Holmes gratta une seconde allumette et redressa la bougie. « Du calme, Watson, » dit-il doucement. « Occupez-vous du major. Il y a quelqu'un dans cette maison qui joue un jeu dangereux. » Tandis que je me penchais sur Rutland, lui frottant les poignets et lui versant quelques gouttes d'eau de l'aiguière sur les tempes, Holmes examina la porte. « Regardez, » dit-il enfin, tenant la bougie près du loquet. « Aïe !» Le laiton présente une légère trace, comme si une main gantée avait été touchée par la pluie. Celui qui l'a vu n'est pas entré, mais il est resté là assez longtemps pour laisser ce panneau. « Certo !» Rutland reprit ses esprits, haletant, agrippé à ma manche. « Tu l'as vu ?» murmura-t-il d'une voix rauque. « La silhouette dans l'embrasure de la porte ?»« Je n'ai vu aucune silhouette, » répondit Holmes, toujours concentré sur le loquet. « Seulement l'ombre d'un mouvement. Reprenez votre sang-froid, je vous prie. Votre sang-froid nous rendra davantage service. » Holmes se tourna alors vers la fenêtre, où des gouttes d'humidité ruisselaient sur la vitre. Il l'ouvrit et se pencha dans la nuit. « Comme je le pensais, » murmura-t-il en se reculant. « La cour en contrebas est surplombée par le toit de la cuisine. On pourrait y accéder avec une petite échelle. Et oui, regardez Watson. » Il désigna le rebord, un grain de terre humide, aplati par le poids d'une botte. Notre visiteur préférait ce moyen d'approche. Il ferma la fenêtre et nous fit face. Écartons, pour l'instant, l'hypothèse d'un spectre. L'agent ici est en chair et en os, non sans un certain sens dramatique. Observer la victime à travers la porte, éteindre la lumière, ce sont des touches de théâtre. Rutland, de nouveau assis sur le lit, passa une main tremblante sur son front. Pourquoi donc? Quel but peut bien se cacher derrière cette persécution? Le regard de Holmes s'éloigna, comme si la réponse flottait hors de portée. Il y a toujours un mobile, Major, même si les hommes le drapent souvent de superstition pour en dissimuler la nudité. Je ne peux pas encore le définir, mais vous m'obligerez à raconter, sans réserve, tout incident de votre vie passée susceptible de donner lieu à une accusation de déshonneur ou de dissimulation. Un secret, si infime soit-il, a peut-être inspiré ces mots « Dites la vérité ». Le soldat rougit profondément, mais après un moment de lutte, il secoua la tête. « Je ne peux rien dire !» Son ton, cependant, manquait de conviction. Holmes le regarda encore un instant, puis haussa les épaules presque imperceptiblement. « Très bien, je vous demanderai de rester ici demain, pendant que Watson et moi menons une enquête. Il y a 2 pistes à suivre. Premièrement, l'identité de toute personne susceptible de vous éprouver du ressentiment. Deuxièmement, la manière dont une lettre a pu être glissée sous votre porte et une présence a pu s'introduire dans cette pièce à l'insu de la maisonnée. » Il se tourna vers moi, le regard toujours brillant. « Tu as remarqué, Watson, ce léger parfum qui flottait dans l'air ?» Je reniflai et perçus pour la première fois une odeur subtile, pas désagréable,
mais étrangement déplacé dans cette pièce sobre. « Oui, dis-je, une odeur de violette, mais plus forte. »« Exactement, pas l'essence courante vendue en pharmacie, mais un extrait plus rare, l'iris, je crois, avec une trace d'ambre gris. Notez-le bien, c'est le seul élément d'individualité positive que notre visiteur nocturne a laissé derrière lui. Avec cela et le fragment d'écriture sauvé de la cheminée, nous avons le début d'une chaîne. » Il se dirigea de nouveau vers l'âtre et se pencha pour examiner les cendres avec son verre. Il se redressa, un sourire léger mais assuré aux lèvres. « Il y a ici assez de papier pour mériter mon attention demain matin. Ce soir, messieurs, nous dormirons, si nous le pouvons, avec la certitude de partager ce toit avec un adversaire assez intelligent pour jouer sur les peurs d'un homme courageux. » Ainsi s'acheva cette étrange veillée dans Gower Street, une nuit qui laissa dans mon esprit le sentiment d'un drame imminent, de forces se rassemblant derrière un voile. J'étais loin de me douter que les racines du problème s'étendraient bien au-delà de notre chambre, ni qu'elles toucheraient les recoins les plus sombres de la conscience humaine. Chapitre 4. Fils en plein jour. Je dormis peu cette nuit-là, même si Holmes, à ma grande surprise, apparut au petit déjeuner aussi frais et dispos que si les premières heures s'étaient écoulées dans la tranquillité d'une auberge de campagne. Le major, quant à lui, affichait un air de soulagement hagard. La terreur l'avait quitté, mais il était bouleversé, comme un homme qui a trop longtemps scruté l'abîme. La pluie de la veille avait laissé place à une matinée pâle et calme. Par la fenêtre sans rideau de notre chambre, au gîte, j'apercevais la façade grise du British Museum, de l'autre côté de Gower Street, ses lions de pierre montant la garde sous un léger voile de soleil d'automne. Holmes se tenait sur le rebord, tapotant légèrement la vitre du doigt, son regard errant sur les toits d'en face. « Remarquez, Watson, » dit-il, la rangée de fenêtres le long de ce deuxième étage. N'importe quel homme traversant le toit de la cuisine la nuit dernière aurait pu être aperçu, s'il avait été présent à l'heure indiquée. Je veux savoir si l'un de ses locataires a vu ou entendu quelque chose. Il se retourna brusquement. « Rutland, tu resteras ici aujourd'hui. Repose-toi si tu peux et ne parles à personne. Moins notre proie aura de soupçons, plus j'aurai les mains libres. » Le major inclina la tête, même s'il était évident que l'obéissance irritait son instinct de soldat. « Je ferai ce que vous dites, monsieur Holmes. Je vous en prie, mettez fin à ce supplice au plus vite. » Holmes lui adressa un bref sourire rassurant. La vérité, major, a tendance à refaire surface, même des profondeurs boueuses. Watson, à votre tour. Une fois dehors, dans l'air frais, nous filâmes vers l'est à travers Bloomsbury. Holmes demeura silencieux, à l'exception d'une phrase occasionnelle qui révélait le bourdonnement des machines dans son cerveau. Il acheta un œillet frais à une fleuriste près de Russell Square, l'ajustant à sa boutonnière avec une précision qui contrastait totalement avec la gravité de notre mission. Un homme qui se déplace sans se faire remarquer, remarqua-t-il soudain, doit compter soit sur la discrétion, soit sur l'aveuglement de ceux qui l'entourent. Le visiteur de la nuit dernière a pu compter sur le brouillard et l'esprit inconscient de notre ami. Mais il faut donner un nom à notre fantôme. Jusqu'à nouvel ordre, Watson, nous le baptiserons. Le gardien de Gower Street. Notre premier arrêt fut au bureau de la police locale, où Holmes demanda, avec cette autorité facile à laquelle les policiers résistent rarement, une liste des plaintes récentes dans le quartier. Aucune ne correspondait à une intrusion nocturne. De là, nous nous rendîmes au British Museum, où Holmes interrogea soigneusement 2 portiers qui assuraient la surveillance nocturne. Ils n'avaient aperçu aucun rôdeur, même si l'un d'eux se souvenait d'avoir vu une faible lumière, comme l'abat-jour d'une lanterne, danser près de la cour, quelques nuits auparavant. Un souvenir sincère,
dit Holmes une fois de retour dans la rue. Mais pas concluant. Un chat peut aussi bien allumer une lumière qu'un homme, si une lanterne est mal fixée. Élargissons le cercle. À midi, nous nous trouvions dans une petite boutique, nichée entre un relieur, un vendeur de tapis orientaux et un parfumeur. Sa vitrine exposait des flacons de verre dont le contenu allait du plus vulgaire au plus rare. Holmes entra avec cette rapidité de décision qui annonçait toujours une idée mûrie. Derrière le comptoir se tenait un jeune homme délicat, au teint cireux, qui s'inclina profondément lorsque Holmes demanda des échantillons d'iris, et Ambre Grisholmes testa chacun d'eux avec une narine prudente, puis hocha la tête. C'est bien ce que je pensais. L'odeur dans la chambre du major Rutland était un mariage de ces deux essences, avec peut-être une touche de lavande. Un mélange rarement vendu, sauf sur commande. « Dites-moi, monsieur, » ajouta-t-il à l'assistant, « avez-vous récemment fourni une telle composition ?» Le jeune homme consulta un mince registre. « Pourquoi oui, monsieur ?» Holmes. Il dit brièvement mon compagnon. « Oui, monsieur Holmes. Nous avons préparé une petite fiole pour une dame il y a 2 semaines, commandée au nom de mademoiselle Sarah Redding, à convoquer le 15. » Les yeux gris de Holmes brillèrent. « Avez-vous remarqué son apparence ?» Mais non, elle était grande, très blonde, habillée simplement, mais avec goût. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle comptait ses pièces. Holmes le remercia, s'acheta un verre de parfum et partit. Dehors, il déboucha le flacon, laissant le léger arôme flotter dans la brise. Notre adversaire, Watson, est une femme, ou du moins agit par l'intermédiaire d'une femme. Le major n'a pas parlé d'une dame, n'est-ce pas? Et seulement d'une brouille au sein de sa famille. Répondis-je, exactement. Holmes fourra la fiole dans sa poche. Nous testerons sa franchise ce soir. L'après-midi était déjà bien avancé lorsque nous retournâmes à Baker Street pour un bref répit. Holmes, après un repas léger, s'étendit sur le canapé, les yeux fermés. Mais son esprit, je le savais, courait comme un courant caché sous une eau calme. « Watson, » dit-il sans les ouvrir, « observez comme chaque détail s'éloigne d'un esprit désincarné. Nous avons la lettre, l'empreinte de pas, le parfum et l'audace d'un intrus qui connaît la maison. Tous ces indices sont humains. Il y a quelque chose derrière la réticence du major Rutland à parler. En attendant qu'il délie sa langue, nous devons rechercher des personnes liées à ces anciennes femmes, si possible susceptibles de lui en vouloir, ou chercher à obtenir des aveux. Vous pensez que le message « Dites la vérité » fait référence à un incident particulier? Sans aucun doute. Holmes se redressa brusquement. Mais est-ce à lui de dire la vérité ou à un autre de la garder? Voilà notre énigme. Le soir tombait tandis que nous dînions dans un coin tranquille du Café Royal. Holmes ne buvait rien de plus fort que du café, mais sa conversation devenait vive, passant des subtilités du vernis à violon aux habitudes des maîtres chanteurs professionnels. Pourtant, je savais que chaque syllabe était un écran derrière lequel il assemblait faits et probabilités. De retour à Gower Street, après la tombée de la nuit, le major nous accueillit avec un soulagement évident. Holmes s'empressa de le confronter au parfum. « Major Rutland », et dit-il en tenant le petit flacon devant lui. « Reconnaissez-vous ce parfum ?» Le soldat sursauta, le rouge lui montant aux joues. « Où étais-tu » ? Enfin, ça me rappelle peut-être quelque chose d'il y a des années. Le regard de Holmes s'éclaircit. « D'une dame, je crois. Une femme liée à une affaire que vous préféreriez oublier. » Rutland se détourna, la mâchoire serrée. « Je n'ai rien à ajouter, monsieur Holmes. » Holmes le regarda un instant, puis prit la parole d'un ton calme et autoritaire. « Très bien, mais sachez-le, monsieur, tant que vous n'aurez pas confiance en moi, vous resterez la cible de quiconque rôde dans ces pièces. Ce soir, nous monterons la garde une fois de plus. Et je vous prie, pour votre sécurité, de rassembler tout votre courage si l'observateur revient. » Ainsi,
La scène était prête pour une deuxième veillée qui, même si je ne m'en doutais guère à l'époque, porterait l'affaire au-delà d'une simple intrusion, vers des questions de culpabilité, de loyauté et d'une ombre plus ancienne que notre rencontre à Baker Street. Chapitre 5. Une seconde veillée et une fuite soudaine. Les heures entre le crépuscule et minuit s'écoulèrent avec une lourdeur qui semblait étirer le temps. Holmes avait demandé à Madame Miller de verrouiller toutes les portes et fenêtres et de rester en bas à tricoter, afin qu'aucune rumeur de notre surveillance ne soit divulguée aux autres locataires. Le major, bien que visiblement agité, se soumettait aux dispositions de Holmes avec une discipline militaire, mais je remarquai chez lui un regard crispé, comme si chaque heure pesait un poids supplémentaire sur sa conscience. À 11 heures, la maison était plongée dans le silence. Une seule bougie vacillait sur la table près du lit, projetant des ombres allongées sur les murs. Holmes avait repris sa place à la fenêtre, les yeux fixés sur la cour obscure. J'occupais le même fauteuil que la veille, tandis que Rutland était assis au bord du lit, les mains fermement serrées sur ses genoux. « Courage, Major, » dit Holmes doucement. « Nous nous dressons cette nuit, non pas contre un fantôme, mais contre un complot mortel. Quand la vérité éclatera, vous comprendrez que la peur n'est qu'ignorance masquée. » Rutland inclina la tête, mais sans un mot. J'eus l'impression de voir ses lèvres formuler une phrase, puis se refermer sur elle. La cloche de l'église au loin sonnait 1 heure. À cet instant, la main de Holmes se leva en signe d'avertissement. Un léger craquement rompit le silence, suivi d'un murmure de mouvement dans le couloir. Cette fois, pas de tâtonnement sur le loquet. À la place, nous entendîmes le soupir presque imperceptible du châssis de la fenêtre. Holmes traversa la pièce en un instant, sa haute silhouette se fondant dans l'obscurité. Je le suivis en me tenant à l'écart. Une forme commençait à se matérialiser dans la faible lueur de la nuit. Une silhouette floue, plus pâle, pourtant clairement humaine. Elle s'arrêta, mi-intérieure, mi-extérieure, comme pour reconnaître la pièce. Puis, avec la douceur d'un homme expérimenté, elle enjamba le rebord. La voix de Holmes résonna, calme et ferme. « Reste où tu es !» L'intrus sursauta. L'espace d'un instant, j'aperçus la lueur d'un visage blême, sous l'ombre d'une cape à capuche. Puis, avec une rapidité presque surnaturelle, il traversa la pièce en trombe vers la porte. Holmes bondit, mais la silhouette l'esquiva avec une agilité qui trahissait une longue habitude de la fuite. Je m'apprêtai à l'intercepter, mais une chaise bascula entre nous, et avant que nous puissions nous reprendre, la porte s'ouvrit et se referma avec un bruit sourd. Holmes fut aussitôt à la poursuite du fugitif. Je me hâtai de le suivre, mais le passage était vide, à l'exception d'un léger courant d'air qui montait l'escalier. Nous descendîmes rapidement. La porte d'entrée était entr'ouverte, et au-delà, l'étroite rue s'étendait silencieuse sous la faible lueur des réverbères. De l'intrus, aucune trace. Holmes s'arrêta sur le seuil, scrutant l'obscurité avec cette fixité de faucon que je connaissais si bien. Il se baissa aussitôt et gratta une allumette contre la pierre. La faible flamme révéla l'empreinte d'une petite botte sur le trottoir humide, pointant vers l'est. Une seconde empreinte la chevauchait en biais, comme si le porteur s'était arrêté, se retournant à demi avant de fuir à toute vitesse. Il laissa tomber l'allumette et retourna à l'intérieur. « La proie est rapide, Watson, » dit-il, « mais pas invisible. Nous avons gagné plus qu'il n'y paraît. » De retour dans la chambre, nous avons trouvé Rutland, debout, raide, près de la table, le visage blême. « Quoi ?» balbutia-t-il. Holmes le regarda attentivement. « Une femme, Major, » dit-il, « et qui vous connaît. » J'ai pu le constater dans le bref instant qui a précédé sa disparition. « Une femme ?» Rutland s'affala lourdement sur la chaise, se couvrant le visage des 2 mains.
Holmes posa légèrement la main sur son épaule. « Mais il y a ici un lien que vous refusez d'avouer. Pourtant, plus vous résistez, plus son emprise sur vous s'accroît. Elle a risqué bien des déguisements, des dissimulations et même des dangers corporels pour vous faire comprendre cette simple phrase « Dis la vérité ». Je vous prie, monsieur, quelle vérité se cache dans votre passé et qui pourrait pousser une dame à emprunter une voie aussi périlleuse? Le major resta silencieux quelques instants. Puis, au prix d'un effort, il releva la tête. « Monsieur Holmes, je n'ai pas parlé car cette affaire touche à l'honneur d'autrui autant qu'au mien. Il y a des années, en Inde, j'étais fiancé à une jeune femme, mademoiselle Sarah Redding. Des malentendus et des circonstances ont mené à une rupture. Je la croyais perdue, et je suis finalement rentré en Angleterre. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles. » Les yeux de Holmes brillèrent. Sarah Redding, le nom inscrit chez le parfumeur. Rutland sursauta violemment. « Tu as vu son nom ?»« Oui. » Elle a acheté un parfum d'iris et d'ambre gris, le même parfum qui persistait après notre visite nocturne. Holmes fit les 100 pas, les mains derrière le dos. « Major, vous êtes empêtré dans un drame dont la clé réside dans cette querelle passée. Y aurait-il, par hasard, une lettre, une accusation, une circonstance qui, si elle était révélée, mettrait en péril votre réputation ou la sienne ?» Le major rougit, hésita, puis secoua la tête. « Je ne peux pas encore parler. » Holmes soupira, sans toutefois exprimer son impatience. « Comme vous voudrez, mais je vous préviens, monsieur, le silence est une arme qu'elle pourrait retourner contre vous. » Il se tourna brusquement vers moi. Watson remarque: une femme à la démarche légère utilise la cour pour entrer, porte une petite botte et est agile. Elle a du courage. Voyez comment elle a franchi cette fenêtre en sachant que des hommes étaient à l'intérieur. La prochaine étape est claire. Nous devons connaître la situation actuelle de mademoiselle Redding et ses compagnons. Il jeta un coup d'œil à la silhouette pâle près du lit. En attendant, Major Rutland, vous allez verrouiller cette fenêtre et cette porte, et dormir si vous le pouvez. Demain, je vous demanderai de me retrouver à Baker Street, prêt à vous parler plus longuement. Il se fait tard, et nous avons du travail à l'aube. Alors que nous revenions dans les rues calmes, le brouillard commençant à s'accumuler à nouveau sur la ville, je ne pus m'empêcher d'exprimer un certain étonnement devant le calme avec lequel Holmes avait affronté l'intrus. « Mon cher Watson, » dit-il en rapprochant son manteau. « La terreur est une indulgence qu'on ne peut s'accorder qu'après avoir épuisé toutes les données. Nous n'avons ici que la première scène d'une pièce. Le rideau est levé. Il nous faut maintenant connaître l'intrigue. Ainsi s'est terminée la deuxième nuit d'aventure à Gower Street. Une nuit qui nous a laissés avec la certitude d'avoir un adversaire, mais toujours incertain des enjeux pour lesquels elle jouait. » Chapitre 6. Une lettre du matin et un étranger à Baker Street. Après l'aventure de Gower Street, je dormis d'un sommeil agité, le visage pâle et ovale de l'intrus, le tourbillon de sa cape lorsqu'elle disparut par la porte, et la poursuite calme de Holmes hantait mes rêves. Quand je me levai enfin et traversai l'air frais du matin jusqu'à Baker Street, je trouvai mon ami déjà au travail, une feuille de papier ouverte devant lui et le courrier du matin éparpillé sur la table. Holmes leva les yeux avec une lueur de satisfaction. « Watson, » dit-il, « notre visiteuse nocturne n'est pas un simple spectre. Elle, ou quelqu'un qui agit pour elle, possède un esprit pratique hors du commun. » Il me poussa la feuille. Elle portait quelques lignes écrites d'une écriture féminine fluide, mais résolue. « Monsieur Holmes, vous êtes au bord d'une vérité qui pourrait vous porter préjudice si elle est mal gérée. Laissez le major Rutland à sa conscience, ou le malheur s'ensuivra. Ceci est le premier et unique avertissement. » Un bienfaiteur, la lettre avait été remise en main propre.
m'a dit Holmes à 7h30, sans qu'aucun messager n'attende d'accusé de réception. Observez le papier, poursuivit Holmes. Du beau papier verger crème, filigrané B&Co, de Bond Street, de l'encre comme celle vendue avec des plumes d'argent. La pression est légère, mais décisive. Une femme habituée à écrire des lettres, mais loin d'être une oisive du monde, perçoit une pointe d'urgence dans les traits descendants. « Tu crois que ça vient de Miss Redding ?» demandai-je. Qui d'autre, vu le parfum et l'apparition? Holmes tapota l'enveloppe. Mais il y a plus. Voyez-moi ça. Une légère trace de poussière rougeâtre au pli. De la poussière de brique, Watson, et d'un grain particulier. Je m'attendrais à la trouver sur le rebord d'une fenêtre négligée, ou dans la cour d'une pension. Il se leva, les mains enfoncées dans les poches de sa robe de chambre. La dame est à Londres et craint que son secret ne soit révélé. Cela signifie qu'elle ne peut pas fuir facilement. Sinon, elle l'aurait fait après l'alerte d'hier soir. J'avais à peine fini de recopier le mot dans mon carnet que Madame Hudson frappa discrètement et fit entrer un visiteur. Un homme grand et soigné, à l'allure militaire. Sa moustache noire et sa redingote étaient impeccables. Pourtant, son regard, vif et pénétrant, ne le désignait pas comme un simple badaud venu observer le détective consultant. « Monsieur Holmes, dit-il en s'inclinant légèrement, je suis le colonel Peregrine Hawthorne, du ministère de la Guerre. J'espère ne pas vous déranger. » Holmes indiqua une chaise en inclinant la tête. « Veuillez vous asseoir, colonel. Mon ami le docteur Watson restera, sauf objection de votre part. »« Pas du tout, » répondit Hawthorne. Il s'assit avec une précision silencieuse. « Je viens pour une affaire qui, bien que délicate, touche à une affaire que vous enquêteriez sur le major Geoffrey Rutland. » Les sourcils de Holmes se froncèrent presque imperceptiblement. En effet, et quel intérêt le ministère de la Guerre porte-t-il aux affaires privées du major Rutland? Hawthorne hésita, puis sortit d'une poche intérieure un mémorandum plié. Rutland, comme vous le savez peut-être, occupait autrefois un poste confidentiel au sein de notre service indien. Certaines dépêches ont disparu dans les mois précédant sa démission. Rien n'a jamais été prouvé. L'affaire a été laissée en suspens faute de preuves. Mais de nouvelles informations nous sont récemment parvenues, suggérant que quelqu'un pourrait tenter de raviver ce scandale. Holmes accepta le papier et en parcourut le contenu. « Et vous craignez que ceci ?» Il désigna la lettre d'avertissement d'un signe de tête. « Puisse avoir un rapport avec ces dépêches. »« Exactement, » répondit Hawthorne. Une femme nommée Sarah Redding travaillait comme copiste linguistique à Simla à l'époque. Elle a disparu peu avant le retour de Rutland en Angleterre. Si elle est bel et bien à Londres, elle pourrait détenir des documents dangereux pour le service et la réputation du major. Je jetai un coup d'œil à Holmes. Son expression, bien que composée, trahissait une lueur d'excitation. « Vous nous avez rendu un service remarquable, colonel, » dit-il. « Une question. Mademoiselle Redding a-t-elle un associé ici? Nous n'avons pu retrouver aucune trace, bien que des rumeurs aient circulé au sujet d'un demi-frère, un homme aux mœurs douteuses, qui aurait quitté l'Inde dans un climat de suspicion. Son nom m'échappe, mais des documents pourraient être retrouvés. » Holmes se renversa en arrière, les doigts croisés. Un demi-frère, un paquet de papiers disparus, une dame qui prévient plutôt qu'elle n'accuse. Le complot s'épaissit, Watson. Hawthorne se leva et rassembla ses gants. « J'espère que vous garderez cela confidentiel, monsieur Holmes. Si une réconciliation privée est possible, le service privilégiera la discrétion. Vous avez ma parole ?» dit Holmes gravement. Après le départ du colonel, Holmes arpenta le tapis, la lettre dans une main, le mémorandum dans l'autre. « L'affaire commence à prendre ses contours, » murmura-t-il. « Une ombre de Simla arpente les rues de Londres. Elle se cache, met en garde, cherche peut-être à protéger Rutland tout en le forçant à avouer.
C'est là que réside la loyauté aux prises avec la peur. Il s'arrêta brusquement. Watson, il faut remonter à la source de cette poussière, quelque part dans la métropole. Un rebord de fenêtre ou une cour arbore cette même teinte de briques. Cela nous donnera son repère. En attendant, il faut forcer Rutland à ouvrir la bouche. Il prit son manteau et attrapa son étui à violon. Non pas, comme je l'avais d'abord supposé, pour jouer, mais pour révéler la loupe compacte et la petite truelle qu'il avait cachées à l'intérieur. « Viens, mon cher, » y dit-il, les yeux brillants d'une lueur résolue. « Londres est vaste, mais Notre-Dame a laissé des empreintes plus belles que neige. Nous les suivrons avant qu'elles ne fondent. » Chapitre 7. Ombre dans une coursette après-midi là, nous nous faufilâmes dans un quartier de Londres rarement fréquenté, sauf par les marchands ambulants et les coursiers. Holmes, qui avait passé des heures depuis le départ du colonel Hawthorne à étudier cartes et annuaires, avançait maintenant d'un pas vif, l'air vif d'un homme dont la proie se trouve juste après le prochain tournant. Une brume de septembre planait bas, adoucissant les angles des immeubles miteux et conférant à chaque ruelle un air de secret vigilant. De la poussière de briques de cette teinte particulière, n'observa Holmes alors que nous passions devant une rangée d'entrepôts fermés. On trouve rarement de la poussière de briques de cette teinte, sauf là où de vieilles briques géorgiennes ont été grossièrement retaillées. Voyez ces cours, Watson. Chacune pourrait contenir une cour d'artisan où subsistent de tels fragments. Nous nous arrêtâmes dans un passage étroit qui donnait sur une cour mi-dallée, mi-terre nue. Au fond se dressait une modeste maison, dont le stuc était taché par les intempéries. Un escalier en fer montait le long du mur jusqu'à une porte du premier étage. Une légère odeur florale flottait dans l'air immobile. Holmes s'accroupit, observant le sol avec sa lunette. « Remarquez l'empreinte ici, » murmura-t-il. « Petite pote, bout pointu, semelle légère, la même qu'à Gower Street. Et là, Watson, près de l'escalier. Un fil de soie lilas. Je me penchai. Le fil scintillait sur la pierre grise. Holmes le rangea délicatement dans sa poche. Une silhouette courbée sortit d'un appentis latéral, un balai à la main. Il s'avéra être le gardien de la cour, un homme ratatiné aux yeux chassieux. Holmes l'interrogea doucement. Avait-il vu une dame entrer ou sortir par l'escalier? L'homme se gratta la tête. « Oui, monsieur. Elle vient à des heures indues, c'est vrai. Elle est réservée. Elle loue le salon à l'arrière de Madame Spenlow. Une dame à la voix agréable mais pâle. Elle s'appelait Mademoiselle Dyer. » Holmes échangea un rapide regard avec moi. « Reçoit-elle des visites? Je ne connais qu'un seul homme brun qui boite. Pas avant des semaines, cependant. » Holmes le remercia et glissa une pièce dans sa main. Nous montâmes l'escalier et nous nous retrouvâmes devant une porte peinte d'un vert terne. Holmes y colla son oreille, puis frappa légèrement. Silence. Il essaya le loquet. Il céda et nous entrâmes. La pièce était simplement meublée. Un lit étroit, un bureau et une petite grille. L'unique fenêtre donnait sur la cour, son rebord couvert d'une poussière rougeâtre. Sur le bureau se trouvait un buvard, des bouts de papier et une fiole vide, imprégnée du léger parfum que nous avions détecté auparavant. Holmes s'approcha de la grille, où quelques fragments calcinés gisaient parmi les cendres. Avec une pince à épiler, il sortit de sa poche un bout de papier à moitié brûlé, sur lequel je pus lire les mots. « Ce soir à 9 heures de la Saint-Bride, avant que le reste ne s'effondre. Un rendez-vous, » lui dit Holmes doucement. Notre-Dame avait prévu une rencontre ce soir même. Il jeta un nouveau coup d'œil autour de la pièce. Aucun signe des bagages qu'elle compte rapporter, ou alors elle s'est enfuie sans prévenir. Nous nous retirâmes discrètement, laissant les choses telles que nous les avions trouvées. Dehors, Holmes restait immobile, pensif, les yeux fixés sur le brouillard illuminé par le soleil déclinant. « Ça se complique, Watson, » dit-il enfin. « Mademoiselle Sarah Redding ou Dyer, comme elle se nomme ici,
habite ce refuge tout en gardant une longueur d'avance. Elle anticipe les poursuites et détruit ce qui pourrait la trahir. Et qui est cet homme qui boite? Pas Rutland, car je connais sa démarche. Il se mit en route d'un pas rapide vers Fleet Street. La bagarre parlait de St. Bride, sans doute du cimetière. Elle y rencontre quelqu'un à 9 heures. Nous serons présents, mais invisibles. Ce soir-là, une bruine froide tomba, trempant les pavés et transformant les réverbères en halos flous. Holmes et moi arrivâmes à la vieille église St. Bride peu avant l'heure prévue. Il choisit un recoin ombragé face au portail, d'où nous pourrions observer sans attirer l'attention. Au loin, une horloge sonna 9 heures. De la brume émergea une silhouette féminine, élancée et prudente, vêtue d'un manteau, qui jetait des regards circulaires en s'approchant du portail du cimetière. Même dans l'obscurité, je reconnus l'aplomb que nous avions aperçu à la fenêtre de Rutland. Elle s'arrêta, le visage à moitié caché par un voile. Un homme arriva en boitant de l'autre côté de la cour. Il portait une vareuse grossière et se tenait avec un air de calcul prudent. Ils échangèrent quelques mots précipités, trop bas pour que nous les comprenions, puis s'enfoncèrent plus profondément parmi les pierres tombales. Holmes toucha ma manche, et nous le suivions à distance discrète, nos bottes silencieuses sur les pierres humides. Le couple s'arrêta près d'un monument ancien. L'homme fit un geste brusque, comme pour exiger quelque chose. La femme secoua la tête. Même à cette distance, je percevais la tension entre eux, implorations et menaces mêlées. Soudain, il lui saisit le poignet. Elle poussa un cri étouffé. Holmes était déjà en mouvement, glissant comme un lévrier lâché. Je me précipitai à sa poursuite, le cœur battant la chamade. L'homme se retourna au bruit de notre approche. Son visage, un instant éclairé par la lumière d'une lampe voisine, était dur et buriné, avec une cicatrice au-dessus du front. Avec un juron, il repoussa la femme et se précipita vers le portail du cimetière, privilégiant sa jambe gauche. « Après lui, Watson !» La voix de Holmes résonna sur les pierres. Nous nous lançâmes à sa poursuite à travers le dédale de tombes, mais le fugitif, malgré sa boiterie, se déplaçait avec une rapidité étonnante. Le temps que nous atteignions la rue, il s'était fondu dans les ruelles brumeuses au-delà de Fleet Street, ne laissant derrière lui que l'écho de ses pas qui s'éloignaient. Holmes retourna auprès de la dame qui se tenait tremblante près du monument. Elle souleva son voile, révélant un visage pâle et résolu, celui que nous avions aperçu par la fenêtre de Rutland. Son regard, lumineux malgré la peur, rencontra celui de Holmes avec un mélange de défi et de supplication. « Vous n'auriez pas dû me suivre, monsieur Holmes, » dit-elle d'une voix basse et posée. « Des forces sont à l'œuvre que ni vous ni le major Rutland ne pouvez maîtriser. Pour votre propre bien, laissez tomber. » Sur ce, elle se retourna vivement et, avant que nous puissions la retenir, disparut dans le labyrinthe de ruelles noyées sous la pluie. Holmes resta immobile un instant, puis laissa échapper un rire doux et sans joie. « Le complot mûrit, Watson, » murmura-t-il, « mais le fruit est encore caché dans l'ombre. » Chapitre 8. Holmes tente un piège. Le lendemain matin, le ciel était gris et humide, comme si Londres elle-même avait voilé son visage, sensible à l'enchevêtrement des événements qui nous assaillaient. En arrivant à Baker Street, j'ai trouvé Holmes dans un état d'animation peu commun. Un fouillis de cartes, d'horaires de train et de bouts de papier jonchait la table du salon,
tandis que le violon familier reposait, inactif, sur la cheminée, témoin muet d'un esprit trop absorbé par la musique. « Nya, mon cher Watson, dit Holmes en se levant brusquement à mon entrée. Vous êtes ponctuel et à point nommé. L'aventure d'hier soir nous a fourni les dernières pièces de notre puzzle, ou du moins leur contour. » Il désigna un bout de papier épinglé à l'accoudoir de son fauteuil. « Remarquez bien, j'ai noté les heures d'apparition de chaque acteur de cette pièce. Mademoiselle Redding au logement de Rutland 2 soirs de suite, puis à nouveau à St. Bride's. Le gentilhomme boiteux au cimetière. Rutland lui-même, nerveusement évasif lorsqu'on l'interroge sur le passé. Ces éléments, bien agencés, forment un schéma. Holmes marqua une pause, les yeux mi-clos, les doigts serrés. Quel est le dénominateur commun? Un secret partagé entre Redding et Rutland. Un secret qui vaut avertissement, intrusion nocturne et poursuite dans un cimetière balayé par la pluie. Et il reste l'affaire des dépêches du ministère de la Guerre. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant la rue enfumée en contrebas. « Watson, nous devons mettre nos oiseaux dans la même cage. Alors seulement nous saurons lequel chante la vérité. » Je lui ai demandé comment il comptait accomplir une tâche aussi délicate. « Par un vieux procédé, » répondit-il, une lueur dans le regard. Une fausse communication, habilement formulée, les conduira tous au même endroit à la même heure. Là, sous couvert du hasard, j'observerai leur jeu. Il s'assit et rédigea rapidement une note d'une écriture soignée et penchée. Elle invitait le major Rutland à se rendre à Baker Street le soir même pour une question de grave importance concernant les événements de Gower Street. Une seconde missive, apparemment de Rutland, mais rédigée par Holmes, demandait à mademoiselle Sarah Redding de le rencontrer à la même adresse pour discuter de documents susceptibles d'affecter notre sécurité mutuelle. Je ferai en sorte que ces lettres arrivent à destination avant midi, dit Holmes en scellant les enveloppes d'un claquement de cire décisif. Ah, en attendant, ne laissons pas la trace de notre ami boiteux. Il appela un taxi et nous partîmes pour le quartier de St. Bride, afin d'y mener une enquête prudente. Dans une taverne dont les fenêtres donnaient sur le cimetière, Holmes engagea une conversation informelle avec le propriétaire. L'homme se souvint alors d'un client répondant au signalement de notre cible. Un marin, pensa-t-il, qui avait autrefois embarqué de Bombay et qui cherchait maintenant des petits boulots sur les docks. « Ah !» s'exclama Holmes alors que nous regagnions la rue. Le fil indien se resserre. Notre marin balafré est peut-être le demi-frère évoqué par Hawthorne. En fin d'après-midi, la bruine s'était transformée en une pluie battante. De retour à Baker Street, nous avons trouvé Madame Hudson en train d'allumer un feu pour se protéger de l'humidité. Holmes la congédia gentiment et tira les rideaux. Ce soir, Watson, nous recevons 3 invités, dit-il d'une voix basse mais sonore. Vous resterez près de la porte. Je prendrai ma place habituelle. Lorsque tout le monde sera réuni, je provoquerai une révélation, peut-être plus d'une. Le succès de notre petite pièce dépendra de notre capacité à maintenir nos acteurs dans l'ignorance des convocations des autres. À 8 heures précises, le premier arrivé fut annoncé. Le major Rutland, pâle mais calme, prit place près de l'âtre. Il regarda nerveusement autour de lui. « Monsieur Holmes, vous avez parlé d'urgence ?» « En effet, » répondit Holmes en s'installant dans son fauteuil. « Je vous en prie, calmez-vous. D'autres nous rejoindront bientôt. » Rutland sursauta, mais ne dit rien.
Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau pour laisser entrer Sarah Redding. Elle entra avec une dignité silencieuse, des gouttes de pluie luisant sur le voile sombre qui encadrait son visage. À la vue du major, elle s'arrêta, la main crispée sur son réticule. « Chire !»« Sarah !» Rutland se leva à moitié de sa chaise, sa voix mêlant surprise et quelque chose de plus grave. Avant que l'un ou l'autre puisse parler davantage, la troisième silhouette s'est glissée dans l'embrasure de la porte. Le marin balafré, large d'épaules malgré sa boiterie, jeta un rapide coup d'œil suspicieux autour de la pièce, plissant les yeux en se posant sur la dame. Holmes inclina la tête, serein comme un juge assis sur son banc. « Veuillez vous asseoir, monsieur Dyer, » dit-il, comme s'il saluait un invité attendu. « Vous voyez, Watson, que notre compagnie est au complet. » Le marin fronça les sourcils, mais obéit et s'assit sur le canapé en face de Rutland. Pendant un instant, on n'entendit que le tic-tac de l'horloge et le léger sifflement de la pluie sur les vitres. Holmes les examina un par un, le regard aussi froid et posé que la pointe d'une rapière. « Nous sommes réunis, » dit-il doucement, « pour révéler une vérité qui vous a tous conduits au secret, à la fuite et à des rencontres périlleuses. Qu'il s'agisse d'amour, de loyauté ou de crime, je ne me prononce pas encore. Mais vous devez la dire, car déjà des ombres s'étendent, menaçant chaque âme enfermée dans ses murs. » Les lèvres de Sarah Redding tremblaient, mais son regard restait ferme. Rutland s'agita, mal à l'aise. Le front balafré du marin se plissa comme un ciel orageux. Holmes se pencha en avant, les doigts joints. « Qui va commencer ?» Chapitre 9. Les vérités commencent à faire surface. Pendant quelques instants, après le défi discret de Holmes, seul le tic-tac de l'horloge et le léger sifflement de la pluie contre les vitres résonnèrent. Nos trois visiteurs restèrent assis dans un silence gêné. Le major Rutland, pâle et raide sur sa chaise, Mademoiselle Redding, calme et tremblante, et le marin balafré penché en avant, un air de défi sur son visage buriné. Holmes laissa la tension monter avant de parler à nouveau. « Major Rutland, » dit-il, « peut-être que vous, en tant que groupe le plus gravement menacé par ces ombres, ouvrirez l'affaire. » Rutland s'humecta les lèvres. « Monsieur Holmes, j'avoue que je ne sais pas par où commencer. » Son regard oscillait entre la dame et le marin. « Il y a des choses dans mon passé que j'espérais enterrer à jamais. Pourtant, le passé, observa Holmes, a la fâcheuse habitude de rayer le couvercle du cercueil. Un bref aperçu, monsieur, suffira. » Le major prit une inspiration et commença d'une voix basse mais assurée. « Il y a quelques années, alors que j'étais en poste à Simla, on m'a confié des dépêches concernant le déploiement des troupes à la frontière du Nord-Ouest. Elles valaient une fortune pour tout agent ennemi. À la même époque, j'ai fait la connaissance de mademoiselle Sarah Redding, alors traductrice au bureau du gouverneur. Nous étions attachés, même si notre accord n'était pas formel. Les mains de Miss Redding se resserrèrent sur son réticule, mais elle ne dit rien. Un soir, y poursuivit Rutland, je reçus l'ordre de porter un paquet scellé à Bombay. Cette nuit-là, les papiers disparurent de mon logement. Je soupçonnais un vol, mais n'osais pas donner l'alerte, de peur que ma propre négligence ne soit mise en cause. Avant que je puisse décider quoi faire, une rumeur me parvint. Sarah Miss Redding avait été vue quittant le cantonnement avec un inconnu. Elle avait disparu au matin. « Je vois, » dit Holmes. « Et votre parcours ensuite ?» J'ai démissionné peu après, croyant ma carrière irrémédiablement entachée. Je suis rentré en Angleterre et je me suis efforcé d'oublier. Il regarda Sarah avec un mélange de douleur et de nostalgie. Jusqu'à ce qu'elle vienne dans mon appartement avec ce terrible avertissement. Holmes inclina gravement la tête. Un récit sincère, Major,
Et maintenant, mademoiselle Redding, pouvons-nous entendre le vôtre ?» Sarah Redding se leva légèrement, les doigts posés sur le dossier de sa chaise. Son sang-froid était admirable, mais sa voix, lorsqu'elle parvint, tremblait d'émotions contenues. « J'ai quitté Simla parce que j'avais appris l'existence d'un complot visant à voler ses dépêches, dit-elle. Je craignais pour l'honneur du major Rutland et pour sa vie. Le voleur était cet homme, se tourna-t-elle vers le marin, mon demi-frère, Nathaniel Dyer. Il avait des relations peu recommandables et pensait que les documents se vendraient très cher. J'ai essayé de le dissuader, mais il s'est moqué de moi. Cette nuit-là, je l'ai intercepté alors qu'il fouillait la mallette du major. Je lui ai pris le paquet et me suis enfui, espérant le rendre secrètement avant l'aube. Mais j'ai appris que des soldats recherchaient un coupable. Pris de panique, je me suis éclipsé à Calcutta pour renvoyer les documents. Elle marqua une pause, les yeux brillants. Avant même d'avoir pu agir, j'ai appris que Nathaniel m'avait suivi, exigeant une part de ce qu'il considérait comme un bénéfice. J'ai détruit les papiers plutôt que de les vendre. Holmes se pencha légèrement en avant. Pourtant, vous êtes retourné en Angleterre. Pourquoi ? Je voulais m'assurer qu'aucun mal ne soit fait à Geoffrey Major Rutland, dit-elle simplement, et le prévenir que Nathaniel n'avait pas oublié. Il avait juré de le ruiner s'il ne recevait pas d'argent. Le marin se redressa brusquement et jura. Elle meurt. Je ne lui ai jamais voulu de mal, seulement pour réclamer ce qui m'appartenait. Elle m'a piégé, a brûlé les papiers et m'a laissé seul responsable du vol. « Asseyez-vous, monsieur Dyer, » me dit Holmes sèchement. « Votre tour viendra. » L'homme s'apaisa en marmonnant sombrement. Holmes observa le trio avec un calme mesuré. « Nous sommes proches de la moelle, » dit-il, « mais il reste quelques os à ajuster. Mademoiselle Redding, lorsque vous êtes entrée de nuit dans la chambre du major Rutland, pourquoi ne vous êtes-vous pas dévoilée ?» Elle rougit. « J'espérais parler quand nous serions seuls, mais à chaque fois que je m'approchais, je perdais courage. » Puis Nathaniel a commencé à me presser pour obtenir de l'argent, menaçant de dénoncer Geoffrey aux autorités si je refusais. Je craignais que le scandale ne le détruise. Ah, les yeux de Holmes brillèrent. Ainsi, la hantise de Gower Street n'était pas une malveillance, mais un avertissement. Il se tourna vers Dyer. « Et vous, monsieur, vous avez fait pression sur votre sœur pour obtenir du gain, et la nuit dernière, vous avez cherché à lui arracher un trésor imaginaire. Quel est votre but maintenant ?» La cicatrice de Dyer se contracta, tandis qu'il fronçait les sourcils. « Je veux ce qui m'est dû, » grogna-t-il. « Si les papiers ont disparu, que le major achète mon silence. Sinon, je dirai au ministère de la guerre combien il a été négligent. » Holmes se leva d'une précision absolue. « Vous ne raconterez pas une telle histoire, monsieur Dyer. Vos agissements relèvent du chantage et d'une tentative d'agression. Scotland Yard s'y intéresserait vivement, à moins que vous ne préfériez quitter Londres et laisser ces deux-là en paix. » La mâchoire du marin se crispa, mais sous le regard inflexible de Holmes, sa défiance s'estompa. « Vous avez le diable en main, monsieur, » murmura-t-il. « Je vais peut-être reprendre la mer. » Holmes hocha légèrement la tête, satisfait. « Sage résolution. » Il se tourna vers Sarah et le major. « Je perçois qu'il y a plus entre vous que de l'espionnage. Avant de clore cet entretien, je vous suggère d'être franc. » Le regard de Rutland s'adoucit. « Sarah, je t'ai fait du tort en doutant. J'ai laissé l'orgueil et la peur obscurcir ma confiance. Peux-tu me pardonner ?» Elle esquissa un léger sourire mélancolique. « Adieu, si le pardon est nécessaire, il est mutuel. » Holmes s'approcha de l'âtre, les mains jointes dans le dos. « Reste à savoir s'il reste des fragments de ces papiers. Mademoiselle Redding, êtes-vous certaine qu'il n'en reste rien ?»« Certainement, » dit-elle fermement. « Ils ont été entièrement consumés. » Holmes réfléchit un instant. « Alors, le dernier danger réside dans la langue de monsieur Dyer, et je pense qu'elle est désormais écartée. » Il sonna madame Hudson.
Veuillez accompagner notre visiteur à la porte, Ney lui ordonna-t-il en désignant le marin. Lorsque Dyer se fut affalé, Holmes fit face aux autres. Les ombres qui vous troublaient ont pris forme et consistance. Elles projettent peut-être encore un peu d'ombre, mais elles ne peuvent plus menacer dans l'obscurité. Le soulagement traversa la pièce comme un souffle. Sarah s'enfonça dans son fauteuil et Rutland, pour la première fois depuis notre rencontre, laissa un sourire illuminer ses traits fatigués. Holmes reprit sa place, les yeux mi-clos, les doigts joints. Il ne reste plus qu'à réfléchir à la manière d'apaiser le ministère de la guerre sans provoquer de scandale. Mais cela, mon cher Watson, est une bagatelle administrative que je vous laisse volontiers, à vous et au major Rutland. Ainsi, la première lueur de paix s'est répandue sur un drame né de l'erreur, de la loyauté et de la peur, même si, comme je devais l'apprendre avant que l'affaire ne soit terminée, une surprise finale attendait encore dans les coulisses. Chapitre 10. Les conséquences et une résolution silencieuse. Le lendemain de nos longues confessions, le matin se leva avec une sérénité fragile. Un léger brouillard se levant paresseusement sur les rues de Londres, comme si la ville elle-même poussait un soupir de soulagement. Holmes, comme à son habitude, se leva tôt et avait déjà commencé à examiner le feu dans l'âtre et à classer ses notes lorsque je le rejoignis à Baker Street. Le major Rutland était rentré chez lui, accompagné de mademoiselle Redding, laissant l'appartement plus calme qu'il ne l'avait été depuis plusieurs jours. Holmes paraissait inhabituellement pensif, arpentant la pièce, les doigts croisés dans le dos. « Watson, dit-il enfin, je suis satisfait que le danger immédiat soit passé. Pourtant, cette affaire nous enseigne que les motivations humaines sont un labyrinthe bien plus complexe que même l'esprit le plus intelligent ne peut le cerner au premier coup d'œil. La peur, l'amour et l'ombre des erreurs passées se combinent pour créer des méfaits plus complexes que n'importe quel vol ou tromperie. Je lui versai une tasse de thé et la posai devant lui. « Vous semblez attentionné, Holmes. Pensez-vous que M. Dyer va encore compliquer les choses ?» Holmes eut un léger sourire, une moue sardonique aux lèvres. Cet homme est assez intelligent pour éviter les conséquences de sa folie. Ou du moins, pour choisir l'exil plutôt que la confrontation. Un voyage à l'étranger l'éloignerait de notre scène et de la paix du major Rutland. Je considère que c'est une solution satisfaisante dans sa simplicité. Je m'installai dans mon fauteuil et laissai mon regard parcourir la pièce familière. Malgré l'effervescence récente, une certaine chaleur émanait du soleil matinal. Un semblant d'ordre revenu. Holmes, enfin assis, son violon à la main, passa l'archet sur les cordes, produisant une douce note contemplative qui sembla se poser sur la pièce, comme pour confirmer que l'orage était passé. « Vous avez géré cette rencontre à Sunbride avec une précision remarquable, » ai-je dit. Réunir les trois au même endroit, tout en préservant le secret et en contrôlant l'issue, c'était magistral. Les yeux de Holmes brillaient de cette fierté discrète que j'avais fini par reconnaître comme sa subtile récompense. Le contrôle, Watson, n'est qu'une illusion. On ne peut qu'arranger les choses pour que l'inévitable vérité soit révélée au moment opportun. Les acteurs, s'ils en sont dignes, suivront les indications. Dans ce cas précis, chacun a révélé son jeu dans le cours naturel des événements. Je n'ai fait que fournir la scène. Je pensais alors au major Rutland et à mademoiselle Redding, qui étaient rentrés ensemble dans leur chambre, parlant à voix basse, mais avec un soulagement évident et une confiance retrouvée. Holmes avait souvent remarqué la simplicité avec laquelle on confond peur et danger, et en voici un exemple. Leur anxiété avait atteint des proportions monstrueuses dans l'obscurité de la nuit, pour se dissiper à la clarté du jour. Holmes se pencha en arrière, ses doigts tapotant doucement les cordes de son violon. « Watson,
Tu te souviens que j'ai dit au Major hier soir que la vérité a tendance à refaire surface. Dans ce cas précis, la vérité était enveloppée de couches de secrets, d'émotions et de menaces occasionnelles. Et pourtant, elle a refait surface. J'ai hoché la tête. Et pourtant, comme toujours, les complexités morales demeurent. Qui est vraiment innocent? Qui est coupable? Et dans quelle mesure chacun doit porter sa responsabilité? Ce sont des questions qui persistent au-delà de la résolution de la crise actuelle. Holmes s'autorisa un rare sourire. En effet, mon ami, le cœur et l'esprit humain ne sont jamais aussi simples qu'un criminel ou un innocent. C'est pourquoi notre travail reste infiniment fascinant. Une affaire peut être classée, mais l'étude des personnages, des mobiles et des conséquences est perpétuelle. Au fil de la journée, je repensais à la suite des événements. Les intrusions nocturnes, les avertissements énigmatiques, la course-poursuite dans le cimetière de St. Bride et la minutieuse orchestration de Holmes qui avait révélé la vérité sans effusion de sang ni scandale. Ce fut une leçon non seulement de détection, mais aussi de patience, d'observation et de l'art délicat de la persuasion humaine. En fin d'après-midi, je me suis aventuré dans les appartements du Major Rutland et je l'ai trouvé en pleine conversation avec mademoiselle Redding. Leur attitude, marquée par un calme soulagé et un rire léger, contrastait fortement avec la tension qui avait récemment dominé leurs échanges. Je les ai quittés avec un sentiment de satisfaction, confiant que la réconciliation et la compréhension étaient bien enracinées. De retour à Baker Street, je retrouvai Holmes à la fenêtre, les yeux rivés sur la rue brumeuse en contrebas. Il s'autorisa un long soupir, puis se retourna, croisant les miens avec leur lueur familière d'intelligence et d'amusement discret. « La ville avance, Watson, » dit-il, « et nous aussi, nous devons faire de même. » Les ombres se sont estompées. Le mystère s'est dissous dans la clarté. Pourtant, n'oubliez jamais que le vernis de la vie ordinaire recèle une multitude de secrets, attendant un regard perspicace. Je me levai pour le quitter, inspiré par le triomphe discret de l'intelligence et de la compassion. Et vous, Holmes, toujours prêt à surveiller les vérités que d'autres voudraient dissimuler. Il inclina la tête en signe d'acquiescement, un geste modeste, presque philosophique. Ce n'est pas moi qui monte la garde, Watson. Le monde et ses vérités ne requièrent qu'un observateur attentif. Un esprit prêt à voir ce que les autres négligent. Je considère cela à la fois comme un devoir et un privilège. Alors que le soir tombait sur Baker Street, je repensais au chemin parcouru, passant de la peur et de l'incertitude à la révélation et à la compréhension. L'affaire des intrusions fantomatiques et du passé caché était arrivée à son terme, laissant derrière elle des leçons de courage, de discrétion et de subtile interaction des motivations humaines. Dans le calme de nos chambres, tandis que le brouillard londonien s'insinuait autour des réverbères en contrebas, je comprenais que la véritable satisfaction ne résidait pas seulement dans la résolution de l'énigme, mais dans le fait d'assister au délicat dévoilement de la vérité, orchestré d'une main de maître. Holmes retourna à son violon, et moi à mon écriture, chacun absorbé par la contemplation. La ville murmurait doucement au dehors, animée par les rythmes de la vie ordinaire. Mais sous sa surface persistaient les échos des secrets révélés, et le triomphe discret de la raison et de la perspicacité sur la peur et la tromperie. Chapitre 11. Lettres du passé. Plusieurs jours s'écoulèrent dans un calme qui semblait presque surnaturel après la tourmente des événements de Gower Street et de St. Bride's. Londres, enveloppée de sa brume perpétuelle et du parfum de la pierre humide, restait indifférente aux drames intimes, tandis que Holmes et moi reprenions nos habitudes. Pourtant, même au cœur du confort familier de Baker Street, je remarquai que l'esprit de mon ami semblait loin d'être oisif.
Il passait de longues heures à la fenêtre, le violon négligé sur la cheminée, le regard errant vers la rivière et les cheminées au-delà. C'est par une matinée particulièrement grise, alors que le brouillard s'était épaissi jusqu'à devenir un voile sur Fleet Street, qu'un petit courrier arriva avec un paquet adressé au major Rutland. L'enveloppe ne portait pas de cachet postal, et l'écriture était soignée, féminine et inhabituelle. Holmes, intrigué, brisa le sceau avant que le major lui-même n'en ait le temps. À l'intérieur se trouvait une lettre, succincte mais tremblante d'émotion. Commandant Rutland, bien que nos chemins se soient séparés et que l'ombre de vieilles erreurs persiste, je vous écris pour vous assurer que tout est désormais réglé. Cependant, vous devez être prudent. Certains secrets, bien qu'enfouis, gardent toute leur force. Un vieil ami, le major, retourna la lettre dans ses mains, le teint pâle, les lèvres serrées. Monsieur Holmes, je n'ai aucune idée de qui a pu envoyer cela. C'est énigmatique. » Holmes se pencha en avant, les doigts croisés. Énigmatique peut-être, mais voyez comme le papier est fin, épais, verger crème. L'encre est d'un brun rougeâtre doux. Sentez la légère trace de cannelle, une épice rare dans les lettres, sauf chez ceux qui apprécient son arôme pour le secret ou l'ornement. Mio chiamba. Je reniflai délicatement. En effet, il y a une odeur subtile. Mais Holmes, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Il tapota la lettre pensivement. Cela implique une surveillance, ou du moins une connaissance. Quelqu'un d'assez proche pour être au courant des faits et gestes du major Rutland souhaite le rassurer, voire l'avertir. L'expression « garder les dents » indique un danger persistant, non pas immédiat, mais persistant. Avant que nous puissions discuter davantage, le regard de Holmes s'est éclairci. Remarquez aussi le filigrane du journal. Tulve and Air Chambers, Édimbourg, une référence écossaise. L'expéditeur est peut-être à l'étranger, en train de surveiller, ou est revenu du Nord. Le major pâlit encore davantage. « Tu crois que quelqu'un me poursuit encore ?»« Pas par intérêt, simplement par intérêt, » répondit Holmes. Une ombre du passé persiste souvent pour nous rappeler que les erreurs ne sont jamais complètement effacées. Et cette ombre, quelle qu'elle soit, sait précisément comment vous atteindre sans se dévoiler complètement. Il se renversa en arrière, les yeux plissés. « Watson, cela change subtilement notre dossier. Nous devons maintenant nous intéresser non seulement à Mademoiselle Redding et à son demi-frère, mais aussi à un réseau plus vaste de connaissances et de vieux rivaux venus d'Inde. Lettres d'avertissement, notes énigmatiques et apparitions soudaines suggèrent que le passé est encore présent sous la surface. J'ai remarqué l'intensité inhabituelle de Holmes. Il me laissait souvent raconter l'action immédiate. Mais là, il semblait plongé dans une réflexion plus profonde. « Vous avez l'intention de retrouver l'expéditeur ?» ai-je demandé. « Certainement, » dit-il. « Nous commencerons par nous renseigner auprès des relieurs et papetiers qui vendent le papier du Tulve and Air Chambers. Ensuite, nous retracerons les utilisations inhabituelles de la cannelle dans la correspondance. De tels détails minutieux, Watson, passent rarement inaperçus à l'œil avisé et rarement ignorés par une main experte. Le major, bien que rassuré par l'énergie de Holmes, semblait accablé. « Il semble, monsieur Holmes, que mon passé me hantera indéfiniment. D'abord l'Inde, puis Londres, toujours à la traîne d'un secret tenace. » Holmes inclina la tête. « C'est ainsi que fonctionne le monde, Rutland. Ceux qui vivent honnêtement sont souvent poursuivis par les échos de ce qu'ils ne peuvent contrôler. Mais avec patience et attention, ces échos peuvent être apaisés, ou du moins rendus inoffensifs. Nous avons passé le reste de la matinée à répertorier les indices, à examiner l'écriture de la lettre et à recouper le registre du papetier pour déceler des commandes inhabituelles. Le souci du détail de Holmes était remarquable. La direction des traits d'encre, la précision de la pression et la légère empreinte au verso révélaient tous l'écriture et l'intention de l'expéditeur.
À midi, il avait déjà dressé un premier aperçu du profil du correspondant potentiel. Probablement une femme, expérimentée dans la communication discrète, au courant des mouvements du major Rutland et suffisamment prudente pour employer des intermédiaires ou des moyens de diversion. Observe Watson. Dit-il en tapotant le croquis de l'index. Un tel individu n'agit pas par malveillance, mais par prudence, et possède une habileté considérable. Le demi-frère, le visiteur de minuit, la lettre énigmatique, tout cela forme un réseau à travers lequel nous devons naviguer avec prudence. L'affaire semblait loin d'être conclue. Si les menaces immédiates de vol et de confrontation avaient été écartées, l'avertissement discret contenu dans la lettre nous rappelait que les motivations humaines sont rarement simples et que les ombres du passé persistent souvent longtemps après la résolution apparente des événements. Holmes se renversa dans son fauteuil, les doigts légèrement serrés. « Watson, nous sommes entrés dans une phase plus subtile de cette affaire. L'observation seule ne suffira pas. Patience, ingéniosité et discernement moral seront nécessaires. Et comme toujours, le timing déterminera qui aura l'avantage. J'ai pris ma plume, notant les découvertes de la journée, pleinement conscient que le calme du matin pourrait encore céder la place au tumulte des secrets révélés, des tromperies découvertes et des éclaircissements finaux qui mèneraient de l'affaire du fantôme qui gardait la vérité à sa résolution ultime. Chapitre 12. Un visiteur soudain et un rebondissement inattendu l'après-midi suivant, alors qu'un vent froid faisait trembler les fenêtres de Baker Street et que le brouillard pressait les fenêtres comme un rideau humide, on frappa à notre porte. Madame Hudson, l'air inhabituellement troublé, laissa entrer un visiteur dont la présence semblait empreinte d'une urgence discrète. L'homme était de taille moyenne, vêtu d'un simple manteau sombre, usé depuis longtemps, son chapeau légèrement écrasé par le voyage. Il dégageait une certaine tension, une énergie débordante et un regard gris perçant qui scrutait la pièce avec un calcul subtil. « Monsieur Holmes ?» demanda-t-il en s'inclinant légèrement. « J'espère ne pas être intervenu à une heure inopportune. Je m'appelle Edwin Carroway. J'apporte des informations concernant le major Rutland et accessoirement mademoiselle Sarah Redding. » Holmes se leva aussitôt, une lueur d'intérêt illuminant ses yeux. « Veuillez vous asseoir, monsieur Carroway. Toute information à ce sujet est la bienvenue. » Watson observait son apparence. Un homme habitué à l'observation et à la discrétion, probablement de profession libérale ou militaire, et pourtant d'une rare précipitation. Carroway s'assit et sortit un petit paquet de lettres et de documents, soigneusement reliés par un ruban. « Ces lettres m'ont été envoyées il y a quelques semaines en Inde, » expliqua-t-il. « J'avais reçu pour instruction de m'assurer que le major Rutland soit informé de leur contenu à son retour en Angleterre. Des circonstances ont retardé leur livraison jusqu'à présent. » Holmes examina les papiers avec une précision rapide. Watson, des notes chiffrées, avec quelques notes marginales, d'une écriture qui n'est pas sans rappeler celle de Miss Redding, ou de quelqu'un cherchant à l'imiter. Remarquez l'encre inhabituelle, une teinte violette, souvent employée pour échapper à un examen minutieux. Carroway poursuivit. Les lettres évoquent certains événements à Simla, des dépêches disparues, le demi-frère d'une certaine Miss Redding et une femme agissant en secret pour protéger l'honneur d'un gentilhomme. Il semble que le récit que vous avez découvert ne soit qu'un fragment d'un réseau plus vaste. Rutland, interpellé par le bruit des mouvements de Holmes, entra dans la pièce, son expression trahissant à la fois appréhension et curiosité. « Monsieur Holmes, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en examinant les papiers. Holmes leva les yeux calmement. « L'affaire n'est pas encore conclue, Major. Monsieur Carroway confirme vos agissements passés, tout en révélant des aspects jusqu'alors inconnus, même pour nous.
Il choisit une des lettres et la lut à haute voix. « Soyez toujours vigilants. Les papiers ont peut-être disparu, mais l'ombre de ceux qui les cherchaient demeure. Ne faites confiance qu'à ceux dont la loyauté est prouvée. » S.R. Holmes marqua une pause, notant les notes marginales au crayon. « Méfiez-vous de l'homme à la cicatrice. »« Ah !» dit Holmes en tapotant la page. Notre marin balafré n'était donc pas un simple brigand, mais un membre d'un réseau plus vaste. Ses visites et ses menaces n'étaient que les fragments d'une conspiration plus complexe. Watson remarque: les actions du demi-frère étaient guidées, consciemment ou non, par ceux qui souhaitaient contrôler ou tirer profit des dépêches. Rutland s'affala sur une chaise, la tête entre les mains. J'ai toujours cru que l'affaire était réglée. Pourtant, voici la preuve que d'autres ont manipulé les événements dans mon dos. Les yeux de Holmes se plissèrent. Et c'est là que réside notre défi. Déterminer qui, parmi les ombres, exerce encore une influence et protéger les innocents des machinations résiduelles. Cela exigera à la fois discrétion et ruse. Carroway, avez-vous observé des mouvements récents du demi-frère ? Ce ne sont que de vagues rumeurs, répondit Carroway. Il est insaisissable, se déplace sous des noms d'emprunt et voyage souvent de nuit. Personne ne l'a suivi de près depuis son départ de Calcutta. Holmes plia soigneusement les lettres et les mit de côté. Nous allons alors employer un vieux stratagème, la révélation contrôlée. En révélant des faits choisis à des personnes de confiance, nous attirerons les derniers acteurs et les forcerons à agir là où ils ne peuvent se cacher. Watson, c'est une manœuvre délicate, mais j'ai confiance en son issue. Le major regarda Holmes avec un mélange d'espoir et d'appréhension. « Vous voulez les attirer à découvert ?»« Précisément, » dit Holmes, « mais avec la plus grande subtilité. Mademoiselle Redding et vous, major, devez rester discrets, car toute action manifeste pourrait alerter notre adversaire. En attendant, nous observerons et enregistrerons, comme toujours, chaque mouvement et chaque parole. La vérité ne restera pas cachée indéfiniment. » Carroway se leva pour partir, laissant derrière lui une légère odeur de thé épicé qui flottait dans la pièce. Holmes le salua, puis se tourna vers moi avec son calme et son intensité habituelle. « Watson, nous en sommes à l'avant-dernière étape de cette affaire. Les zones d'ombre se sont dissipées, les acteurs sont connus et les fils du passé se resserrent. Seule la patience, la précision et une orchestration minutieuse permettront de dévoiler l'acte final. Et lorsqu'il surviendra, chaque secret, chaque tromperie seront révélés à la lumière de la raison. » Je me suis assis, réfléchissant à la complexité de la situation. Les lettres confirmaient que les troubles de Gower Street et de St. Bride n'étaient que les symptômes d'une intrigue bien plus profonde, qui s'étendait sur plusieurs continents et plusieurs années. Les fantômes du passé, semblait-il, n'étaient pas encore apaisés. Holmes, reprenant sa place près de la fenêtre, tapota légèrement les cordes de son violon, produisant une note sourde et pensive. « Repose-toi, Watson, si tu peux, dit-il. Le jeu continue et la révélation finale approche. Bientôt, toutes les ombres s'enfuiront, ne laissant derrière elles que la dure vérité. » Chioukradi. Dehors, le brouillard s'épaississait, serpentant le long de la rue, telles des sentinelles silencieuses. À l'intérieur de Baker Street, nous attendions, l'esprit en alerte, la suite d'un drame qui, par sa nature même, allait mettre nos facultés à rude épreuve. Chapitre 13. La nuit du jugement. La ville était plongée dans un murmure de pluie et de lumière de gaz lorsque Holmes et moi prîmes place, comme d'habitude, dans le salon de Baker Street. Les lettres apportées par Carroway étaient soigneusement rangées sur la table,
chacune représentant un fragment du réseau complexe qui avait commencé à Simla, des années auparavant, et qui s'étendait désormais sur Londres, tels des filaments d'ombre. Les yeux de Holmes brillaient de l'impatience d'un homme, sur le point de trouver une solution. « Watson, dit-il doucement, nous avons assez attendu. Les fils conducteurs ont été déchiffrés, les acteurs attirés vers leur inévitable intersection. Ce soir, si tout se déroule comme prévu, les révélations finales éclateront. Je n'avais aucune idée de ses intentions, mais je lui faisais entièrement confiance. Holmes agissait rarement sans but précis, et la précision de son esprit laissait peu de place à l'erreur. D'abord, poursuivit-il, nous devons confirmer la loyauté des personnes impliquées. Mademoiselle Reading a prouvé son intégrité, le major Rutland sa sincérité, et Carroway sa discrétion. Le dernier acteur en lice est Nathaniel Dyer, dont les motivations sont liées à la peur, à la cupidité et au désir d'exploiter des secrets que l'on croyait depuis longtemps éteints. Notre tâche est de dissiper l'ombre qu'il projette sans recourir à la violence et de faire en sorte que la vérité éclate au grand jour. Nous nous sommes installés stratégiquement. Moi près de l'entrée, Holmes à sa place habituelle près de l'âtre, et le major Rutland discrètement assis plus près de la table. La soirée avançait, chaque tic-tac de l'horloge intensifiant le suspense. Le vent faisait vibrer les vitres, et le fracas lointain des fiacres résonnait faiblement dans la rue, comme si Londres elle-même retenait son souffle. À 9h30 précises, un coup hésitant annonça notre visiteur attendu. Madame Hudson le fit entrer, et Nathaniel Dyer entra, le front marqué par une cicatrice, la démarche gênée par son ancienne boiterie, mais le regard vif et calculateur. Holmes lui fit signe de s'asseoir, le regard calme et inflexible. « Monsieur Dyer, » dit Holmes à voix basse, « vous êtes conscient des conséquences de vos actes passés, mais ce soir, nous vous proposons un choix. Dire la vérité sans détour ou subir les conséquences de votre tromperie. » Le regard de Dyer oscillait entre Holmes, Rutland et la dame assise de l'autre côté de la pièce. Il semblait peiner à prendre sa décision, la colère et la peur se lisant sur son visage. « Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Geoffrey, » finit-il par lâcher. « Je voulais ma part de ce que je croyais m'appartenir, mais je n'ai jamais eu l'intention d'impliquer qui que ce soit, ni de le déshonorer. Les papiers, je ne les ai jamais vus, vraiment. Elle les a brûlés avant que je puisse réclamer quoi que ce soit. » Holmes hocha la tête, reconnaissant l'aveu, mais son regard resta perçant. Et pourtant, la poursuite, les menaces et la tentative d'intimidation étaient toutes délibérées. C'est le comportement que nous cherchons à comprendre, pas seulement l'intention. D'ailleurs, ça fait ça, vaincu. Tandis que Rutland et Reading échangeaient un regard de soulagement prudent. Holmes, se levant de sa chaise, s'adressa à nous quatre. Racontons, ne serait-ce que brièvement, les étapes qui nous ont conduits ici. Mademoiselle Reading a intercepté les dépêches, préservé l'honneur du major et déjoué un scandale potentiel. Nathaniel Dyer, abusé par le désir et l'opportunité, a tenté de faire pression, mais les circonstances l'ont retenu. Le major Rutland, éprouvé par les ombres de son passé, a fait preuve d'intégrité sous la pression. Et les lettres, bien que cryptiques, ont permis de révéler les traces persistantes d'une intrigue, attirant toutes les parties dans cette salle pour la réconciliation et la révélation. J'ai été émerveillé par l'exposé calme de Holmes, qui rendait chaque tromperie et chaque faux pas cohérent et inévitable. Le regard de Holmes s'adoucit lorsqu'il se tourna vers Rutland et Reading. Vous êtes désormais libre de reprendre votre vie, libéré des peurs du passé. Les dangers qui vous poursuivaient autrefois ont été mis à nu et maîtrisés. Le passé, bien qu'omniprésent, ne dicte plus votre route. D'ailleurs, réalisant enfin la futilité de sa position, baissa la tête et marmonna une reconnaissance.
une promesse tacite de partir et de laisser le passé enterré. Holmes retourna à sa chaise, son sang-froid retrouvé, et tapota légèrement le violon. Ni. Il est curieux, Watson, de voir combien la fragilité humaine croise souvent le hasard, les circonstances et la prévoyance. La vérité, même si elle se cache dans l'ombre, ne peut être indéfiniment dissimulée. Ce soir, nous avons fait preuve de patience, d'observation et de discernement moral, et le résultat est la paix. Je me suis adossé, me laissant envahir par un sentiment de soulagement. Dehors, la nuit continuait de pleuvoir doucement, le brouillard se levant légèrement, et dans Baker Street, un calme s'installait, celui de la résolution, de la justice tempérée par la raison, et du triomphe subtil de l'intellect sur la tromperie. Tandis qu'Holmes s'adossait, les yeux mi-clos, je réalisais que notre voyage avait atteint un tournant. Les ombres qui entêtent les rues de Londres et les appartements privés de ses citoyens s'étaient illuminées, laissant derrière elles la clarté de la vérité et la satisfaction tranquille des esprits unis dans la quête de justice. Cette nuit, comme tant d'autres dans les chroniques de Baker Street, restera longtemps un témoignage de l'interaction délicate des motivations humaines, de la vigilance et de l'habileté inégalée de Sherlock Holmes. Chapitre 14. Reflet dans le brouillard. Les jours qui suivirent la confrontation finale s'écoulèrent dans un calme doux, presque trompeur. Londres, drapée dans sa brume perpétuelle, semblait retrouver son rythme habituel. Mais je ne pus m'empêcher de remarquer qu'une tension subtile subsistait sous la surface, comme si la ville elle-même se souvenait des sombres drames qui s'étaient déroulés dans ses ruelles. Holmes, quant à lui, semblait inhabituellement absorbé par la contemplation, souvent assis près de la fenêtre, le violon intact, les yeux rivés sur les toits du quartier en contrebas, drapés de brume. Je le rejoignis un matin, remarquant les lignes de pensée gravées sur son visage, habituellement impassible. « Vous semblez pensif, Holmes, » d'observai-je. « L'affaire n'est-elle pas entièrement résolue ?» Le regard de Holmes restait distant, mais sa voix était calme et posée. Résolue peut-être au sens strict du terme. Mademoiselle Redding et le major Rutland sont sains et saufs, la menace de M. Dyer écartée, et les dépêches du ministère de la Guerre sont prises en compte. Pourtant, les répercussions des actions passées dépassent largement notre champ de vision. Il y a des conséquences qui ne se manifestent pas d'elles-mêmes, et des motivations plus subtiles qui échappent même à l'œil le plus vigilant. Je versai le thé et lui tendis une tasse. Voulez-vous dire qu'un danger supplémentaire pourrait survenir? Pas forcément un danger immédiat, répondit Holmes en buvant lentement une gorgée. Mais les conséquences morales et sociales des actions humaines se limitent rarement à une seule journée. Voyez, Watson, comment la peur, l'ambition et la loyauté se croisent. Notre perception de la vérité et de la justice est constamment mise à l'épreuve, souvent par des forces invisibles. Nous restâmes assis en silence un moment, écoutant le grondement lointain de la circulation et le claquement occasionnel des sabots des chevaux sur les pavés mouillés. Holmes tapota légèrement du doigt le bord de sa tasse, ses pensées traçant des motifs invisibles que lui seul pouvait percevoir. « Watson, » poursuivit-il, « il est facile de considérer la résolution d'une affaire comme la fin. Pourtant, en réalité, ce n'est qu'une pause, un moment de réflexion. Le major Rutland et mademoiselle Redding peuvent désormais aller de l'avant, mais les échos de leurs décisions passées façonneront de manière subtile la vie de ceux qui les entourent. Et notre tâche, en tant qu'observateur, est de noter ces répercussions et, si nécessaire, de les guider vers la clarté. J'ai réfléchi à ces paroles, réfléchissant à l'équilibre délicat entre justice et émotion humaine dont nous avions été témoins. Il semble, dis-je, que même lorsque la menace immédiate est écartée,
L'histoire ne s'arrête pas vraiment. Elle continue dans le cœur et l'esprit de ceux qui l'ont vécue. Holmes inclina légèrement la tête. Précisément, et c'est là, Watson, la beauté et la difficulté de notre travail. Nous voyons ce que d'autres négligeants. Discernons des schémas cachés dans la vie quotidienne et éclairons des vérités qui, autrement, resteraient dans l'ombre. Mais nous devons le faire avec patience, discrétion et sens moral, car le moindre faux pas peut fausser le cours des événements. Un coup frappé à la porte interrompit notre méditation. Madame Hudson entra, portant un mot adressé à Holmes. Il le prit et brisa le sceau avec une précaution délibérée. « Un ancien collègue de Scotland Yard » murmura-t-il après un bref regard. « Rien d'urgent, juste une enquête sur une affaire mineure. Pourtant, même les affaires mineures donnent un aperçu de la condition humaine. Observez, Watson, comment une affaire apparemment anodine peut révéler des vérités profondes. » Je me suis assis, réalisant que pour Holmes, la fin d'une enquête n'était que le début d'une autre. Chaque affaire, aussi parfaitement résolue fût-elle, laissait des traces, des leçons, des observations et des défis moraux qui nourrissaient l'inépuisable curiosité de son esprit. Alors que le brouillard se levait légèrement, révélant les toits de Londres baignés par la douce lumière matinale, j'éprouvais une satisfaction tranquille. L'affaire du fantôme qui détenait la vérité s'était conclue de manière à la fois juste et instructive. Pourtant, je comprenais, comme Holmes me l'avait si souvent rappelé, que le monde n'est jamais entièrement exempt d'ombre et qu'il faut toujours rester vigilant et raisonnable. Holmes se leva, se dirigea vers la fenêtre et laissa son regard parcourir la ville éveillée. La vie humaine a un rythme, Watson, une cadence d'actions et de conséquences. Nous sommes témoins, nous observons et, si nécessaire, nous intervenons. Ce soir, demain ou dans un an, la vérité s'imposera à nouveau et nous devons nous y préparer. Je l'observais, contemplant la majesté tranquille de son intellect et la précision infaillible de sa boussole morale. À cet instant, Baker Street me semblait à la fois un sanctuaire et un observatoire, un lieu où les mystères de Londres et de ses habitants pouvaient être percés avec patience, sagesse et une clarté inébranlable. Le brouillard s'est encore éclairci, révélant les lumières scintillantes de la ville en contrebas, et j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude pour l'opportunité d'assister au triomphe subtil de la raison sur la tromperie et à la résolution silencieuse d'une affaire qui avait commencé avec des ombres mais s'était terminée dans l'illumination. Holmes, se détournant de la fenêtre, esquissa un rare sourire léger. Watson, la ville dort, le passé est réconcilié et le présent clarifié. Pour l'instant, nous pouvons nous reposer, et peut-être même savourer un peu de paix, bien sûr, seulement jusqu'à l'apparition de la prochaine ombre. Je ne pouvais qu'acquiescer, conscient que dans le monde de Sherlock Holmes, la paix était toujours provisoire, la perspicacité perpétuelle, et la vérité, aussi soigneusement gardée soit-elle, était inévitable.